Et si on s'était trompé sur Charlie Kirk, en ne parlant que du fond et pas assez de la forme? Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, on a beaucoup salué les débats qu'il organisait sur les campus, ses qualités de contradicteur et sa capacité à se frotter à des points de vue différents. Mais il y a quelque chose d'un peu gênant là-dedans, sans même parler de son idéologie. Attention, personne ne devrait être assassiné pour ses idées, ça va de soi. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ce genre de clash un débat d'idées? Absolutely I am. In fact, it's worse. It's worse. Oui, moi j'aurais tendance à dire qu'effectivement c'est un simulacre. Quand on regarde le dispositif de ces débats entre guillemets, on voit très bien que l'avantage était à Kirk. Les détracteurs étaient censés passer devant lui entouré de la foule de ses soutiens. Donc il y a une espèce d'asymétrie, de déséquilibre dans le statut en fait. As Christ our Lord said, blessed are the peacemakers, for theirs is the kingdom of heaven. Quand on débat, parfois on évolue. Lui, il n'évoluait pas. Il était là pour, en gros, filmer des va-et-vient avec des figures détestées de l'extrême droite, donc des espèces de woke avec les cheveux un petit peu roses, etc. Ça, c'était mis sur YouTube et c'était présenté de manière extrêmement violente, c'est-à-dire Charlie Kirk descend, Charlie Kirk ridiculise. Avec ce genre de joute verbale, où prime l'agressivité et la volonté de discréditer son opposant, on n'est plus vraiment dans du débat, on est dans du catch. Bref, un spectacle où on ne retient pas le fond des arguments, mais uniquement des punchlines. Dans ce type de confrontation, c'est moins la recherche d'un consensus ou de la vérité qui compte, mais plutôt l'expression d'opinions très polarisées. Le halal à la cantine, pour ou contre? Des moments qu'on cherche à viraliser tout de suite sur les réseaux sociaux et qui sont poussés par les algorithmes. C'est exactement ce qu'avait annoncé l'écrivain Christian Salmon dans l'ère du clash. Ces médias qui tournent dans les cafés, dans les maisons, une espèce de rumeurs permanentes, ont besoin de pics d'attention, de saillies. Et ces pics, ces attentions, comment on les produit? Eh bien par le clash, c'est-à-dire en produisant des scandales. Dès que vous êtes là, on ne peut pas faire un débat serein. Alors faut plus venir. On prend une thèse et l'antithèse, on les met et on se hurle dessus. Et donc les gens prêtent l'oreille en disant tiens, il y a quelque chose qui dépasse un peu la rumeur ambiante. Si ça se passe mal, comme on veut éviter des traumatismes ou des coups, il y aura les gants pour l'un ou l'autre. Dans les années 80, le philosophe Michel Foucault annonçait un peu ce mécanisme de dégradation du débat en mettant au goût du jour la notion de parésia. La parésia, c'est un concept de la Grèce antique qui signifie le parler vrai, la recherche de la vérité. Pour Foucault, il y a la bonne parésia, c'est le courage de prendre la parole pour dire ce qu'on sait être vrai, mais il y a aussi la mauvaise parésia qui s'installe dans la cité grecque au 5e siècle. La mauvaise parésia, c'est-à-dire que tout le monde parle dans tous les sens, selon aucune règle, il n'y a pas d'ordre de prise de parole. Deuxièmement, celui qui s'exprime ne s'exprime pas en cherchant un discours de vérité. Il fait campagne, c'est-à-dire il cherche à convaincre de sa vérité à lui, mais il n'a pas pour but que de la communauté des énoncés, des prises de parole, sorte une sorte de vérité habermasienne, c'est-à-dire rationnelle, objective, née du consentement. La troisième chose, c'était cette espèce de chaos et d'opportunisme, de quête de l'audience. Sans même parler du fond, la forme de ce type de débat profite davantage aux opinions extrêmes. Les faits scientifiques, qui sont censés faire consensus, sont mis sur un pied d'égalité avec des opinions plus subjectives, des ressentis, des raisonnements sophistes, voire des croyances religieuses. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. Ça participait d'une stratégie du mouvement conservateur pour dépeindre la gauche comme étant intolérante d'opinions contraires et le mouvement conservateur comme étant le défenseur du free speech, de la liberté de penser. C'est comme ça que fonctionne la fenêtre d'Overton, du nom de Joseph Overton, un politologue américain des années 90. Overton avait théorisé que les idées radicales sont progressivement acceptées dans un pays à force d'être évoquées dans le débat public. Je vais poser toutes les questions. Au Moyen-Âge, le débat était un rituel universitaire sacré. C'était la disputatio. Et ça fonctionnait car c'était très codifié, même si c'était réservé à une élite savante. Mais peut-être qu'on peut s'en inspirer et remettre quelques règles pour un débat sain et honnête intellectuellement. Et voici quelques idées. Laissez du temps. Du temps de préparation d'abord, où chacun s'informe sur le sujet. Du temps pour une discussion suffisamment longue, pour laisser à chacun l'occasion d'étayer sa pensée. Et du temps long, ensuite, pour organiser d'autres rendez-vous, afin que le débat s'inscrive dans la durée. Ne pas chercher un avis pour et un avis contre, mais au contraire, rechercher la complémentarité dans les disciplines pour atteindre la nuance et la complexité plutôt que la confrontation. Éviter les tautologues et les experts de plateau, mais interroger au contraire des personnes légitimes sur un sujet donné, de par leurs travaux de recherche ou leur propre expérience. Enfin, un bon débat, c'est un débat bien modéré, bien encadré, où les interlocuteurs se respectent et évitent les petites phrases assassines et les punchlines. Drop the mic.